hello, hello, hello. Wow, woo! Bon après-midi. Ça fait vraiment plaisir de vous accueillir de la part de notre fondatrice Phoebe Greenberg. Wow, c'est vraiment la rentrée. Hein? On est tous là, on est rassemblés pour quelque chose de super mémorable. Merci d'être parmi nous pour cette conférence avec les extraordinaires, l'artiste Josefa Njam et Marianne Yamsi, commissaire invitée pour Momenta. Je m'appelle Cheryl Sim, je suis directrice générale et commissaire en chef ici à FI. We're just so very pleased that you could join us for this special conference that inaugurates Swell of Species, the exhibition presented as part of Momenta by Josefa. J'aimerais aussi remercier mes collègues sur le comité de programmation, Myriam Achard et Phoebe Greenberg. Myriam et moi, ont vu l'exposition à Venise et on était complètement époustouflés et on est vraiment ravis que ça soit possible de présenter la première nord-américaine de cette œuvre. J'aimerais reconnaître que FI est située sur les terres non cédées des peuples autochtones Kanien'kehá:ka, Huron-Wendat, Anishinaabe et Abenaki. En tant que colon des parents immigrants, chinois et philippines, j'aimerais exprimer ma gratitude aux communautés autochtones pour le soin qu'ils et elles ont pris de ces terres pour qu'on puisse célébrer l'art et les artistes comme Josefa. I'd like to acknowledge that FI is situated on the unceded lands of the Kanien'kehá:ka, Huron-Wendat, Abenaki, and Anishinaabe peoples. As a settler born of Chinese and Filipino immigrant parents, I'd like to express my gratitude for the capacity of indigenous communities to take care of these lands so that we may be able to do what we do, which is to celebrate art and artists like Josefa. Merci à l'équipe incroyable de filles qui ont travaillé extrêmement avec de rigueur, avec d'engagement, avec dédication et extrêmement de soin. It truly does take a village. Et j'aimerais aussi remercier notre partenaire médiatique, la presse, et merci au Conseil des arts et des lettres du Québec pour leur appui. La présentation de Swell of Species fait partie de, comme j'ai expliqué, Momenta Biennale de l'image, et we are very pleased and proud to present in this 19th edition, intitulée Éloge de l'image manquante. Et j'aimerais maintenant passer la parole à la directrice générale, Dominique Sirois-Rouleau. Merci, Cheryl. Merci, bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue à cette 19e édition de Momenta, la première à titre de Biennale d'art contemporain. Une biennale est un marathon qui implique la mobilisation d'un grand nombre de personnes. Son existence repose entièrement sur son vaste réseau de collaborateurs aux expertises variées et complémentaires, rassemblés autour d'un seul objectif, créer un événement artistique qui stimule les idées tout en restant accessible et unique. Je tiens donc à mentionner la contribution unique de la commissaire invitée Marianne Yamsi, la précieuse confiance de Josefa Njam, de même que l'immense générosité de FI et de toute son équipe. Alors que nous sommes rassemblés ici pour apprécier et célébrer l'aboutissement et l'investissement conjoint de toutes ces personnes, je vous invite à nous joindre demain, mercredi le 10 septembre à 17h30 au Musée d'art contemporain à la place Ville-Marie pour la grande inauguration de Momenta. Et ce jeudi, 17h30 chez Vox et 18h30 à la Fonderie Darling pour découvrir de nouveaux aspects de cette riche programmation. Vous pouvez également visiter sur notre site web pour en savoir plus sur nos activités et ateliers de Momenta créatifs. La plupart d'entre elles sont gratuites, alors ne ratez pas cette occasion. C'est une chance et un privilège de pouvoir nous réunir ici ce soir. Merci à tous d'être là et je cède maintenant la parole à nos principales protagonistes. Un petit applaudissement. Merci beaucoup. Bonne conférence. Merci Cheryl, merci Dominique. Merci à vous toutes et tous d'être venus aussi nombreux.
On essaie de vous voir. Je repère aussi quelques artistes de la Biennale, j'en suis ravie. Vous avez eu l'annonce des dates à venir. Et puis, il y a pas mal de lieux qui ont déjà ouvert. Donc, vraiment, faites le tour. Quand ça sera plus calme, allez-y. Et vous allez vraiment voir toute cette constellation très riche de pensées et de gestes artistiques. Aujourd'hui, nous sommes ici. Et très heureux de l'être parce que, comme l'a dit Dominique et comme dit Cheryl, c'est l'aboutissement d'un immense et très généreux travail de toutes les équipes et bien sûr de toi, Josépha. Bon, on se connaît depuis un certain temps maintenant. Et puis j'ai, comme Cheryl, comme toute l'équipe de filles, été absolument bouleversée par Swallow Spaces que j'ai vu à Venise, que j'ai vu et revu, connaissant tout ton parcours, toute ta trajectoire. Alors on ne sait jamais, il y a des choses qui arrivent après, mais j'ai l'impression que ça marque quand même un certain tournant. Je voudrais quand même, je vais dire pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je vais dire quelques mots sur ton parcours. On va le faire très rapidement, mais c'est toujours important. Et puis, je pense que certains d'entre vous ont vu déjà l'installation, pas encore. Non, vous gardez ça. Bon, bah, c'est super. Alors, comme ça, on va pouvoir faire un bon teasing avec vous, vous tous et toutes. Et donc, tu as des gestes assez incroyables, mais tu es une artiste plasticienne, performeuse, écrivaine. Retenez ça parce que vous allez bien vous en apercevoir lorsque vous ferez l'expérience d'à peu près 25 minutes de cette œuvre immersive. Et je dirais que les espaces fictifs que tu conçois dans ta pratique combinent donc la sculpture, le photomontage, la vidéo, l'installation et le son. Il y a une dimension qui est très importante et on va y revenir parce que j'ai choisi quelques mots comme ça, clés qu'on va développer, c'est celle du collage. Je pense qu'on peut presque s'en apercevoir avec l'image derrière. Moi, j'aime bien dire aussi le sample, enfin sampler, parce que c'est aussi quelque chose de ta génération. Ce n'est pas pour me vieillir, mais ça l'est très clairement, et qui, je dirais, constitue la grammaire visuelle de récits fictionnels hybrides et mutants, nourris de références aux cultures différentes, ancestrales, principalement africaines, mais aussi bien d'autres références, et on va y revenir. On va commencer peut-être par cette idée du sample, parce que vous allez comprendre pourquoi, et peut-être j'aimerais que tu nous invites que tu nous déploies un petit peu quelques mots sur ton processus de création, parce que ça parle à nous tous l'idée de sampler, comme on sample de la musique, et on reviendra sur cet aspect de musique, mais pourquoi ? Qu'est-ce que ça signifie ? J'ai une petite idée là-dessus, mais j'aimerais bien que tu nous en parles. Alors, déjà, merci pour l'introduction. C'est une superbe introduction. Et effectivement, pour la question du sample et du collage, j'ai toujours que le collage dans mon travail, c'est une méthodologie de travail, et du coup le sample aussi. Quand j'ai commencé à enseigner d'ailleurs à la Aide à Genève, j'ai donné un cours qui s'appelait du sample à la trame. Et du coup, on a parcouru un peu l'histoire de la musique électronique et aussi beaucoup l'histoire du scratch et du sample et du hip-hop. Pour moi, c'est hyper important du coup, de refaire circuler des références, du coup, qu'elles soient passées, de les réinventer aussi, de les réinjecter dans une sorte de mouvement constant. Et je dis ça parce que du coup, mes photomontages qui sont un peu la base de mon travail, du coup, j'écris aussi par l'image, je fais de la poésie, j'écris aussi des mots et aussi oralement. Mais les photomontages, c'est un peu une sorte d'écosystème d'une multitude de références, du coup, des archives personnelles, des archives familiales, des archives politiques, des images scientifiques, il y a du dessin, il y a beaucoup de 3D aussi. Du coup, toutes ces choses qui sont générées pour créer un écosystème. Et effectivement, le sample, je pense que c'est aussi l'histoire un peu de la mythologie. Comment aussi la mythologie voyage, du coup on en parlait hier, c'est qu'on peut aussi vraiment on peut retracer les déplacements de population et créer une certaine historicité à partir du voyage de la mythologie. Du coup, je prends souvent l'exemple de Mami Wata, de voir comment cette mythologie centre- et ouest-africaine a voyagé à travers le monde, du coup aussi à travers les Caraïbes, et s'est ensuite retrouvée du coup en Amérique du Nord et réinventée du coup par un groupe de Détroit qui s'appelle Drexia et qui a fait du coup une nouvelle mythologie, du coup le mythe de Drexia.
qui pour moi est totalement inspiré du coup de la mythologie ouest-africaine de Mamiwata. Et du coup, on peut retracer ça effectivement du coup par des déplacements de populations forcées, là spécifiquement qui est l'histoire de l'esclavage et comment ces personnes sont arrivées en Amérique du Nord aussi avec un bagage culturel qui a été transformé. Et là spécifiquement, il y a une sorte de transformation technologique, une hybridation technologique d'une mythologie ancestrale que je trouve assez fascinante. Et du coup, je pense que le sample, ça fait partie de ça. Et le field recording aussi, comment on fait tout ça. Voilà. Alors, il y a aussi, si je peux me permettre, enfin peut-être tu diras que je suis totalement à côté de la plaque, mais je pense beaucoup aussi à cette idée de non-fixité. C'est-à-dire que le sample et le mouvement que tu insuffles a ces différentes composantes qui viennent donc s'embriquer, s'entrechoquer et composer quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, est aussi peut-être une manière, alors je ferai référence à Walter Benjamin, mais en tout cas de résister à la fixité de l'histoire ou à certaines visions assez monolithiques et linéaires de l'histoire qui ne sont pas les nôtres, ou disons les autres. Totalement. Du coup, ça, je pense, ça fait vraiment partie de mon process de travail qui est, du coup, je considère le mouvement aussi comme essentiel à la pratique de mon travail. Je pense que dans mes films, ça se voit beaucoup, c'est toujours des caméras en sorte de plan séquence, des choses qui avancent continuellement. Il y a très peu de plans fixes en fait aussi dans mes films. Ça, je pense que c'est aussi très, très spécifique de ma manière de produire. Et je prends l'exemple aussi de Battlestar Galactica, du coup de cette série, où on a une sorte de spaceship où on a juste quelques survivants de la Terre, du coup qui sont bloqués dans ce spaceship et qui est en continuel mouvement parce qu'il doit échapper à des forces ennemies. Et en fait, je trouve ça intéressant de voir que dans ce spaceship, effectivement, il y a juste quelques échantillons de survivants de la Terre qui sont obligés de reconstruire une culture, mais sur un bout de territoire qui est continuellement en mouvement. Du coup, la question de l'enracinement, elle est totalement inversée. Et je trouve ça intéressant de se dire qu'est-ce que c'est ce principe d'enracinement si on est voué à la non-fixité. Et aussi, je pense que ça parle aussi d'une condition sociale qui est aussi spécifique à la mienne et aussi à beaucoup de personnes présentes dans cette salle. Je pense cette nécessité à devoir naviguer aussi à travers plusieurs endroits continuellement et d'échapper à des normes de catégorisation du coup qui sont aussi des injonctions de vie, des injonctions sociales. Et du coup, comment on échappe à ça? Je pense que le mouvement c'est une belle manière d'échapper à ce genre de choses. Ouais. Je vais revenir sur le côté historique aussi parce que tu as évoqué dans ce mouvement va apparaître très régulièrement et soyez attentifs parce que vous allez les voir apparaître dans Swell of Spaces d'installation, apparaissent des archives, des photos. Alors, je dis ça parce qu'effectivement, tu t'inscris dans une biennale qui s'appelle Éloge de l'image manquante. Alors, on ne va pas juste le relier à l'archive physique, mais néanmoins, cette archive, elle est présente. Tu peux nous en dire deux mots parce que je pense que ça explique aussi la manière dont tu présentes parfois ton travail et qui peut être mal comprise de l'idée du politique et de l'engagement. Donc c'est important, je pense, qu'on puisse cheminer dans ça. Je pense que depuis enfant, il y a eu chez moi une sorte de nécessité c'est pas de combler des trous historiques, mais en fait de partir d'une histoire du silence qui est aussi celle de ma famille. Et du coup d'une histoire du silence, mais spécifiquement d'une violence coloniale. Donc les archives que vous trouvez dans ce film, c'est beaucoup de personnages de leaders de l'UPC qui sont du coup l'UPC qui est l'Union des populations du Cameroun, qui est un mouvement indépendantiste du coup qui a lutté pour l'indépendance du Cameroun dans les années 50 jusqu'à son indépendance du coup en 60-61. Du coup une indépendance un peu fictive. Mais je trouve ça aussi important de replacer ces endroits. Du coup, par exemple, dans ma famille, l'histoire de l'indépendance et l'histoire de la guerre de l'indépendance au Cameroun, c'est quelque chose qui a été vraiment silencié. Parce que du coup, il y a des traumas, il y a des choses dont les gens ne veulent pas parler. Et je trouvais que justement, la fiction, c'est une manière aussi de faire passation et de récupérer ces histoires qui étaient vouées aussi à une sorte de vie tombale, en fait. C'est aussi vraiment voué à une sorte de fixité du silence. Et du coup, j'ai aussi beaucoup pris l'excuse de film
Du coup, j'ai un de mes films précédents qui est Dislocation, qui retrace spécifiquement l'histoire de l'indépendance du Cameroun et ceux pour lesquels j'ai fait des interviews, beaucoup avec ma famille. Ça pouvait être des Skype, des appels. Du coup, voilà, j'ai demandé à ce qu'on redonne vie aussi à une certaine mémoire traumatique afin que je puisse travailler avec, sachant que ces archives sont manquantes. Donc, je pense que l'oralité et la fiction permet aussi de pallier à ces manquements. Ouais. Oui, et du coup, je poursuis parce que je te rejoins sur les histoires qu'on partage, puisque je suis moi-même aussi d'origine camerounaise, je suis aussi connu l'exil, puisqu'on a dû quitter le Cameroun. Et je pense que à l'image aussi peut-être de la Biennale, puisque je veux quand même toujours faire aussi un lien, même si on est là pour parler bien sûr de Swallow Spaces, il y a cette idée, tu dis, de mouvement, du déracinement, de l'enracinement, mais aussi peut-être de la volonté, alors que je trouve assez politique, là pour le coup comme geste de résistance et d'affirmer sa propre subjectivité. Donc, si tu es d'accord avec cette idée? Ouais, je suis d'accord. alors, on peut continuer. Et donc, dans cette propre subjectivité, il y a ces mots. Il y a ces poèmes. Comment tu appuies ton écriture? Ça, c'est une bonne question. Comment j'appuie mon écriture? Comment est-ce que, je dirais, tu composes? C'est-à-dire, est-ce que l'écriture vient d'abord, le rassemblement des archives, des images? Comment est-ce que... Alors, tu n'es pas obligé de dire, mais je pense qu'on est toujours fasciné, surtout quand on voit tes images, et on se dit, mais comment tout ça s'est assemblé? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui tient? Quel est le premier fil? C'est toujours difficile pour moi vraiment de répondre à cette question parce que j'arrive pas à tracer à quel moment, quel est le... Alors ça, par contre, pour moi, c'est tracer l'origine des choses, c'est mon combat. Moi, je pars plutôt je veux justement ne pas tracer. C'est vraiment ce concept de non-origine, il n'y a pas de point très spécifique. Justement, pour ce projet-là, pour l'écriture, c'était une mind map. Ça n'a pas du tout été une écriture, on va dire, de ligne en ligne. Et d'ailleurs, du coup, en fait, après, j'ai fait le storyboard de ce film. Du coup, toutes les images étaient storyboardées, les paysages, les personnages, etc. Du coup, quand j'ai présenté du coup, à Sean et Nicolas, avec qui je travaille sur tous mes films, la mind map, ils étaient là, hors de question. Hors de question, on ne va pas travailler sur une mind map. Il nous faut vraiment, il faut vraiment que ce soit écrit scène par scène, etc. Chose que j'ai faite. Mais en fait, je ne voulais pas rentrer dans ce processus d'écrire scène par scène parce que j'ai l'impression que ça allait tronquer l'idée d'une sorte de cycle continu. Et effectivement, du coup, à l'écriture, il fallait que je trouve le moyen de rendre du coup toute cette écriture totalement cyclique, mais qui s'est fait du coup par l'écriture, on va dire, de personnages tunnels, du coup, qui se retrouvent à plusieurs endroits. Mais du coup, le processus de métamorphose devait être continu et aussi dans l'écriture et aussi dans l'image. Du coup, c'était assez marrant, c'était fun comme écriture de projet. Peut-être pas forcément à la réalisation, il y avait des choses, parfois il y avait des manquements. Donc en fait, on a ensuite tout storyboardé et on fait ce qu'on appelle du coup des blocs animes en fait du film. Ça veut dire qu'on fait une sorte de raw animation du film. Chaque personnage, c'est un bloc carré. Et par contre, on a besoin d'avoir les plans caméra, du coup les séquences, de timer les séquences, de savoir qu'est-ce qui arrive à quel moment. Et c'est aussi important pour le travail de la musique, ça aussi. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Parce que ce travail autour de la musique, vous allez monter les marches et vous allez l'entendre. Ce qu'on saisit déjà de l'œuvre, c'est le son. On est enveloppé par ce son. C'est une composante très importante de ton travail depuis toujours, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que tu peux nous dire peut-être de manière générale l'importance que ça a pour toi et peut-être d'arriver à la manière dont tu as fait composer, vous avez composé le son très important de Swallow Spaces? Effectivement, là, oui, la musique ou le son dans son ensemble, c'est quelque chose de très important pour moi. En fait, c'est la base aussi de ma pratique. J'ai une pratique d'écoute musicale qui est assez constante. J'ai une bibliothèque de vinyles. Je cherche toujours plein de musique. J'adore aller écouter des concerts ou écouter des choses aussi parfois qui me dérangent juste pour écouter des nouvelles choses.
Moi, j'ai aussi une formation musicale. Et en fait, j'ai une formation musicale assez particulière, du coup, au Conservatoire de musique du Blanc-Ménil, qui était une super petite ville communiste de la couronne de banlieue parisienne. Et je dis ça parce que c'est important. Parce que du coup, j'ai pas une formation de musique classique et j'ai été formée à la musique contemporaine directement. Du coup, une des premières pièces de clarinette que j'ai jouées quand j'étais petite, c'était une pièce de Stravinsky. Du coup, c'est très spécifique et on a aussi une formation, beaucoup d'écoute de la musique et du son. Par exemple, les cours de solfège, ça ne s'appelait pas des cours de solfège, mais c'était des cours de réalisation. Où on était en groupe, on jouait ensemble en groupe et on essayait de comprendre le solfège aussi à l'oreille, mais du coup, pas d'une manière très spécifique qui est celui de la partition. Du coup, je pense que de là, mon rapport au son, du coup, le rapport sonique de mon travail, et c'est ancré aussi très spécifiquement, je pense, dans la continuité, du coup, dans celui aussi des performances. Du coup, dans mes performances, je joue de plusieurs instruments. J'ai des loops pour looper la voix, pour looper des instruments. Du coup, ça, c'est très, très, très important, la pratique de la poésie. Et ensuite, quand on est venu... du coup, les films, quand j'étais à l'école, du coup, je faisais les sons de mes films, de mes petites vidéos, toujours encore seule. Et après, j'étais là, mais en fait, c'est génial aussi de pouvoir collaborer avec d'autres personnes qui donnent une autre vision de l'image en mouvement. Et je pense que c'est ce qui s'est passé là, avec la collaboration avec Fatima. Du coup, Fatima Al-Qadiri, qui a composé toute la musique de ce film, qui a fait enregistrer des super musiciens, du coup violoncellistes, harpistes, du coup live pour cette composition. Et effectivement, quand j'ai commencé à écouter ce que Fatima avait composé, je trouvais ça fou de voir comment elle avait donné vie aussi au personnage du film. Et je précise aussi que c'est vraiment un des seuls films où j'ai pas incrusté directement la narration dans le film. Habituellement, dans mes films, il y a une voix off constante qui raconte aussi l'histoire des images. Pas forcément des images, mais de choses. Et là, je trouvais ça assez impressionnant de voir que Fatima avait donné vie sans que j'aie à devoir poser les mots spécifiques sur ce que je racontais. Du coup, grâce au son. Et en fait, c'est aussi ça la force de la musique, c'est aussi ça la force des instruments. C'est comment ça accompagne et ça raconte aussi des paysages et des personnages. Alors, c'est vrai que tu développes tes travaux, je dirais, quand ils sont imaginés comme des laboratoires de recherche et de création. Moi, j'aime bien cette idée du laboratoire, de l'expérimentation, de l'expérience. Alors, on a parlé du langage, on a parlé de la musique, on a parlé des silences de l'histoire, des absences, et tout ça devient matière plastique et objet, sujet, potentiel de récit. On arrive à Sphelospécies et un nouvel élément, je dirais en quelque sorte jaillit, c'est l'eau, c'est l'océan. Comment tu es arrivé à cette réflexion ? Alors je pense que on va dire la métaphore de l'eau c'était un fil conducteur quand même depuis un moment dans le travail. Du coup, ce fil conducteur, pour moi, il était plutôt, on va dire, représentatif de mémoire. Et du coup, je trouvais ça intéressant d'essayer d'élaborer ou de conceptualiser autour de la mémoire de l'eau. En fait, qu'est-ce qu'on a perdu aussi en traversant l'eau ? Qu'est-ce qu'on perd aussi dans l'eau ? Mais quelles sont les mémoires qui peut-être qui peuvent rester ? Et du coup, sont venues au fur et à mesure les mythologies aquatiques. Du coup, Mami Wata, les génies des eaux, Django. Tous ces personnages qui racontent des mémoires ancestrales à travers la fluidité. Et du coup, là, ensuite, il y avait, j'ai commencé à être fascinée par les planctons. Que je trouvais fascinant en fait, parce que du coup les planctons ne nagent pas, ils se laissent aussi porter par le courant. Du coup, de voir aussi il y a une sorte de dérive continuelle en fait de ce peuplement de plancton. Et je commençais à me dire que peut-être pourquoi pas les planctons pourraient porter une forme de mémoire, et du coup en fait ce drift de mémoire serait porté par les planctons. Et en fait, en continuant les recherches, du coup, pour ce projet-là, j'ai aussi travaillé du coup, avec des scientifiques, du coup, un labo de recherche qui est ISMAR à Venise, du coup, qui fait des recherches sur les planctons, spécifiquement dans la baie de Venise, pour comprendre aussi un peu l'écosystème changeant du coup, actuel. Et au final, la première réunion que j'ai eue avec eux, je parlais du plancton, et du coup, je leur parlais qu'effectivement, quand le plancton meurt, il descend au fond de l'océan et en fait crée une sorte de sédimentation qui est en fait le lit sédimentaire des océans, qui sont aussi qui est aussi le calcaire.
Et en fait, quand la mer se retire au fur et à mesure, du coup, avec des millions et des millions d'années, ça forme les montagnes qu'on voit, nous, actuellement. Et en France et aussi en Angleterre, on a des concrétions calcaires qui sont les falaises d'Étretat, par exemple, et en fait qui sont des traces de vie aquatique, mais qu'on a maintenant à l'œil nu. Et maintenant, on fabrique des maisons avec des blocs de calcaire, mais on peut trouver des traces de plancton. Et je trouvais ça intéressant de voir comment le plancton aussi passe de cette... du coup, c'est la conversation que j'avais avec Francesco. Il me dit, mais en fait, là, c'est presque plus mon domaine de recherche parce que ça en devient de la géologie. Et je trouvais ça marrant de voir, OK, on passe de la biologie à la géologie, mais en fait, les deux choses sont totalement liées. Et effectivement, la géologie, c'est des traces de mémoire, c'est des concrétions de mémoire en fait, qui viennent s'entasser les unes sur les autres. Quand on a des découpes géologiques, on peut voir en fait, le temps qui défile sous nos yeux. Et je trouve ça assez impressionnant en fait, parce que c'est des rythmes constants. On passe de l'eau, ensuite à la concrétion calcaire redevient autre chose. Et du coup, il y a une sorte de cycle infini que je trouve assez beau là-dedans. J'avais aussi envie de convoquer une notion pour engager une conversation, c'est celle de fugitivité que développe Fred Moten. Et je dirais que ça renvoie à ce que tu désignes comme d'insaisissable, cette volonté de ne pas être saisi en opposition à des structures, on va dire, hégémoniques et dominantes. Et je pense que j'ai le sentiment que c'est une forme d'énergie aussi créatrice et résistante du sous-commun qu'on a, qui se déploie au fond dans ton projet. Je pense que cette notion de sous-commun, elle lie un peu l'ensemble de mon travail. Effectivement, je travaille avec plusieurs, on va dire, métaphores qui soient celles de la grotte, du fond des océans, mais aussi l'espace, outer space. Et en fait, là-dedans, il y a cette question des sous-communs, parce qu'en fait, ce sont des zones qui sont, on va dire, en dehors de systèmes saisissables. Et effectivement, pour moi, c'est une sorte de représentation du maquis, parce que aussi le maquis, du coup, pour l'histoire du Cameroun, le maquis, c'est des zones de résistance, du coup, des zones de résistance qui ont été créées par des maquisards, du coup, particulièrement par des gens de l'UPC, là où les gens luttaient contre du coup, le pouvoir colonial. Et du coup, c'était des fractions armées qui étaient cachées soit dans des forêts et aussi beaucoup dans des grottes dans la région d'où je viens du Cameroun, du coup, chez les Bassa. Il y avait une grande tradition maquisarde des grottes, mais qu'on peut aussi retrouver en France, justement, le maquis du Vercors, du coup, qui a lutté contre l'occupation durant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, ça fait aussi partie de ces histoires de résistance. Et j'aime bien dire du coup, que toutes ces zones qui sont en dehors de la lumière échappent beaucoup justement à la violence, pas à la violence du tout, mais c'est des endroits où on arrive à construire, peut-être à s'organiser pour essayer de penser, ou peut-être aussi juste se dire il faut qu'on fasse autrement, comment on s'organise, comment on va sortir de ça, quelles sont les décisions qu'on doit prendre. Et je pense que du coup, la question du maquis, des sous-communs, de l'outer space, de tout ce qui est au fond des océans, et aussi de ces zones de forêt, des zones de jungle, sont hyper importantes dans mon travail. Donc voilà. Oui, donc, et je voulais aussi peut-être étendre ça à la question marronne aussi, puisque tu citais ces zones de lutte et de résistance et de désobéissance, peut-être il y a cette notion. Mais à la différence peut-être de certaines visions, et là je ne vais pas convoquer d'auteurs, mais on pourrait penser qu'il y a des visions assez catastrophiques du monde, et c'est pas du tout ça, il me semble, qui est en jeu dans ton travail. Enfin, je l'ai jamais senti comme ça. Il y a cette forme effectivement qui nous saisit, qui nous traverse de ces questions, mais en même temps, il y a toujours une projection vers ces futuribles. Donc je reprends une expression qui existe déjà, qui était celle de Bertrand de Jouvenel, mais que tu t'es réappropriée en parlant de futur possible. Alors, est-ce que ce passage par les fonds marins et par tout ce que ça suscite de retour à des mythologies et de mondes parallèles peut nous aider à envisager, ou tu penses que c'est un passage qui permet d'envisager un futur, un présent et un futur? Je pense qu'effectivement, oui, c'est un passage qui permet... alors,
Je pense spécifiquement pour moi de relater le passé. Oui, bien sûr. Ouais, justement, ouais. De toute façon, il y a c'est une sorte de, c'est constant, de relater le passé par une sorte de projection future, mais du coup en incarnant le présent. Et ça, je pense que ça se fait aussi beaucoup dans les. Je repasse à nouveau sur les films précédents, que ce soit Matter Gone Wild, Dislocation, Mélas de Saturne, qui sont des films où j'ai développé une série d'avatars et justement qui eux viennent clamer une histoire de résistance et une histoire de désobéissance et qui demande à être entendue, et c'est presque des injonctions aussi à l'écoute. Et du coup, c'est des manières que j'ai eu de travailler justement en vidéo qui ont été hyper importantes pour moi. Et du coup, là, peut-être que là, vous avez peut-être une version presque plus souple de mon univers, avec beaucoup moins d'injonctions à penser les choses. Mais ça découle aussi d'une série d'autres films. Et je pense que c'est un endroit où là, j'ai laissé les avatars qui sont aussi beaucoup incarnés par moi-même, qui est un travail de performance vidéo dans les films. Mais effectivement, en fait, il y a ce besoin de dire, ou parfois même de crier. Enfin, on parle parfois de colère, de dire ce qui se passe, mais en se disant potentiellement qu'est-ce qu'on fait après, comment est-ce qu'on arrive à évoluer ensemble ou pas. En fait, est-ce qu'on fait partie de ce même écosystème? Est-ce qu'il faut qu'on fasse scission? Est-ce qu'il faut qu'on se lie? Du coup, c'est toutes les questions que je me pose. Mais je trouve que justement, les plantes, les planctons, tout cet univers, cet écosystème animal et végétal donne aussi pour moi beaucoup d'espoir et des réponses. Je pense qu'il y a des endroits où il faudrait vraiment qu'on prenne exemple. Il y a une sorte d'exemplarité dans la nature qu'on essaie de contrôler constamment, mais il y a plus à apprendre que le contrôle. Ouais. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce on retrouve aussi, je veux dire, à d'autres endroits, dans d'autres projets de la Biennale, cette idée aussi de résistance à ces corps qu'on contrôle, à cette nature qu'on contrôle, à énormément de superstructures qui nous contrôlent. Et donc, c'est vrai que cette présence, absence de ta présence dans tous tes autres projets, et cette absence relative-là, elle nous dit quoi ? Moi, je pense qu'elle parle d'une phase de. Je pense que j'ai beaucoup dit. Hein. J'ai beaucoup dit en performance, j'ai beaucoup dit en film. J'ai été très présente je suis toujours très présente dans ma pratique, mais en tant que personnage ou avatar, j'avais besoin d'affirmer des choses. Pour moi, qui était nécessaire aussi de cet écosystème dans lequel j'évolue, qui est celui de l'art contemporain. Du coup, en fait, qu'est-ce que ça raconte aussi, le politique dans l'art contemporain, qu'est-ce que ça veut dire aussi. Et en fait, pour moi, il y a un moment où je m'étais dit, la seule possibilité de présenter quelque chose parfois dans un musée, c'était ma présence est nécessaire. Il faut que la voix soit là, il faut que ma narration raconte quelque chose. Il faut qu'on sente aussi la colère dont je parle, la tristesse dont je parle, peut-être aussi l'espoir. Et il y avait cette nécessité, par exemple, je pense, de quasiment avoir jamais présenté une exposition sans qu'il y ait de vidéo avec des personnages. Pour moi, c'est hyper difficile. Je dis, comment ça alors que j'ai une pratique de l'image. Ouais. J'allais venir à ça. Voilà. Il y a eu parfois. Il y a eu quelques tentatives. Il y a eu des tentatives. Ouais, et ouais. D'ailleurs, je veux dire par là qu'on présente des sculptures. Ouais. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu, c'est une installation immersive, mais d'où jaillissent des formes, des sculptures. Et j'ai vu naître un peu cette pratique il y a quelques années chez toi, je me souviens des toutes premières, et puis jusqu'à ce qu'elles arrivent en nombre, jusqu'à ce que je vois quasiment le projet que tu as mené avec, dans le cadre de ta résidence LVMH, c'était quasiment que de la sculpture. Et je crois qu'il y avait on sent une certaine appétence, vraiment, à développer ces formes. De quoi nous informent ces formes alors? Je pense que ces formes nous informent déjà, moi, de mon retrait. Il y a aussi cette première chose. Du coup, je pense que j'ai toujours fait de la sculpture, même à l'école. Du coup, à un moment, j'ai dû arrêter en passant aux Beaux-Arts de Cergy parce qu'il n'y avait plus d'atelier céramique. Et aussi, après, en sortant de l'école, parce qu'en fait, c'est une économie aussi, la sculpture. Et du coup, j'avais cette économie de nécessité qui était, je vais faire de la vidéo et de la performance parce qu'en fait, c'est plus simple aussi à faire, à trimballer un peu partout. Mais
après, soyons aussi réels sur l'économie de la vidéo. Ce n'est pas l'objet le plus économe. Ça demande des gens, parce que je travaille avec beaucoup de personnes en vidéo. Ça aussi, il faut que je le stipule. C'est un travail collectif. Du coup, je mentionnerai toujours, du coup, avec Sean Hart et Nicolas Pyrrhus, avec qui on a monté notre boîte de production pour produire nos films. Mais effectivement, là, la sculpture est arrivée à un moment où je m'étais dit, j'aimerais bien aussi pouvoir faire des itérations des mythologies dont je parle. Et du coup, il y avait un peu cette obsession de Mami Wata, et à force de chercher, de voir en fait qu'il y avait tellement d'itérations de cette nouvelle sculpture. Et après, j'ai commencé à m'amuser, à nommer du coup mes sculptures Mami Wata, de les mettre sur Internet. Et du coup aussi que ça vienne un peu glitcher le feed Google, et de voir, je trouvais ça marrant en fait de voir qu'il y avait des itérations contemporaines de culture, de sculpture ancestrale. Et effectivement, je pense que j'ai besoin en fait que mes univers soient peuplés, que mes expositions soient peuplées. Ce pourquoi je produis souvent des expositions immersives. Du coup, la scénographie et l'immersion de l'exposition fait autant partie de mon travail que de la vidéo, que du photomontage, que de la sculpture. C'est un médium aussi à part entière. Et du coup, effectivement, je pense que je vais continuer à développer les sculptures. Et après, cette appétence, elle vient aussi, comme tu le disais, de l'envie de continuer à expérimenter. Je cherche toujours à expérimenter des nouveaux matériaux, des nouvelles technologies, l'impression 3D, que ce soit du métal, de la résine, de la terre. Je teste toujours plein de nouvelles choses. Et effectivement, moi, ma production, c'est mon laboratoire d'expérimentation. Ça en fait vraiment partie. Du coup, j'ai pas cette pratique atelier comme on peut l'attendre de certains artistes. Moi, mon atelier, c'est mon ordi. Ça peut être aussi l'atelier physique, mais c'est vraiment la rencontre de gens aussi avec qui je produis des choses. C'est parfois des ingénieurs, des scientifiques, voilà. Ouais. Et on a beaucoup dit à l'endroit de ton travail qu'il était un travail de déconstruction. Alors, des récits historiques dominants, des questions de alors je vais pas y arriver, voilà, de l'université, des récits historiques, du genre, de l'identité. Est-ce que tu résistes à ce type de catégorisation? Tu dis oui. Enfin, moi, je le vois plus dans l'expérimentation probablement que tu fais autour de tes nouvelles sculptures, par exemple, qui sont là, pour le coup, vraiment intègrent cette dimension-là. Mais je pense que j'essaie de pas trop me formaliser de ça. Au début, ça me prenait vraiment à la tête, je pense, au début de ma carrière. Et aussi cette question de Afrofuturism, tout le monde était là, Afrofuturism. J'étais là, mais en fait, je pense qu'on n'a pas la même définition, parce qu'en fait aussi, je pense que beaucoup de gens considéraient ça comme une sorte de mouvement esthétique, et en fait je pense qu'il y a quelque chose qui allait plus loin là-dedans, qui était une sorte de domaine de recherche, une mise en pratique de la recherche artistique à travers les formes, à travers aussi la philosophie, la sociologie. Et du coup j'ai vraiment résisté sur Afrofuturisme. Du coup d'ailleurs ça a été éludé de beaucoup de mes bios. Et effectivement, moi, je sais pas, je me dis, je préfère pas trop me formaliser les biographies. En fait, après, soyons aussi sincères, les biographies chez les artistes, elles changent très peu, à part si on a vraiment des galeries ou des studios au taquet qui se disent, tiens, on va la changer. Je pense que là, il faut faire quelque chose de nouveau, Josepha. Donc, on a des choses qui restent ancrées un peu. Mais alors que le travail continue d'évoluer, et en fait on pourrait continuer à indéfinir plutôt que de définir continuellement le travail. Après je pense que l'art contemporain ne fonctionne pas par indéfinition, mais beaucoup par définition et catégorisation, ce qui est assez dommage. Mais soit c'est comme ça, et je pense qu'au début pour moi c'était pas évident. Genre, je pense sur la scène française il y avait une sorte d'incompréhension de mon travail. Et puis d'ailleurs, ma carrière n'a pas forcément démarré en France, c'était plutôt en Angleterre, où j'ai été plus accompagnée et reconnue justement, je pense pour la complexité de mon travail, là où en France, c'était toujours on ne comprend pas, Josepha, qu'est-ce que tu fais? Oui, non, mais alors je sais pas, je pense qu'au Canada, on va tout à fait comprendre ce que tu fais. Mais c'est important de revenir là-dessus, parce qu'il y a toujours, enfin, en tout cas la curatrice que je dis, est
tente d'être attentive à ne pas réduire tout le temps et qui a vraiment, et dans ton travail, et c'est ce qui le rend, me semble passionnant, c'est cette complexité, cette apparente simplicité, mais qui est beaucoup de travail. Vous allez voir le film, je ne pense pas que vous parlerez de simplicité, mais en tout cas de cette fluidité, de quelque chose qui nous enveloppe. Et je pense que c'est là, justement, où nos imaginaires commencent à être repoussés, à pouvoir fonctionner hors des cadres habituels. Et c'est cette expérience-là que vous allez vivre dans quelques minutes. Mais avant cela, je voudrais ouvrir aux questions pour ce soir, voilà, ou élargir la conversation. Et je serais ravie d'avoir des questions. Il faut toujours que quelqu'un se lance. Après, ça va beaucoup mieux. Après, s'il n'y a pas de questions... Et si on n'a pas, c'est pas grave. Oh ben, je me lance là. Je ne peux pas résister. J'aimerais bien savoir, Josepha, c'était quoi les circonstances et à quel âge tu avais quand tu as découvert Sun Ra et le film Space is the Place. Merci. Je n'ai pas parlé de Sun Ra. Alors, quand j'ai découvert Sun Ra, je crois que j'avais 14 ou 15 ans. Et je me suis dit, waouh! Non, franchement, j'étais hyper choquée. Parce que du coup, moi, j'avais cette passion pour l'Égypte depuis que je suis enfant. Et du coup, j'avais quand même aussi commencé... Enfin, mes parents étaient là, OK, il y a des choses à lire, etc. Et j'avais déjà entendu parler de Charanta Diop, du coup, de tout ce livre Nation Nègre et Culture, qui parle justement du bagage noir de l'Égypte antique et qui clamait, en fait, voilà, qu'effectivement, soyons aussi clairs que la Nubie fait partie du continent africain. Et du coup, d'ailleurs, c'est cette anecdote que quand Charanta Diop soutient sa thèse en 1954 à la Sorbonne, elle est refusée. Parce que du coup, c'est pas un propos scientifique OK que de dire... oui, l'Égypte était noire. Et du coup, moi, j'avais beaucoup appris que l'Égypte était blanche pendant beaucoup d'années d'école. Et là, je vois arriver Sun Ra, ce gars noir, mais vraiment sorti de... J'étais là, mais d'où tu viens? Et en fait, c'est comme... il y avait cette sorte de... C'était vraiment le syncrétisme. Et du coup, en fait, je pense qu'aussi ma passion de cette sorte de concrétion, je pense que même moi, mes photomontages, c'est presque des concrétions d'images. Je pense que Sun Ra, c'était la juste représentation de cet homme noir aussi qui a vécu la ségrégation et qui était là en fait au final allons tous sur Saturne avec le spaceship. Et du coup après parce que vu que j'ai cette passion de la musique, toutes les covers d'albums de Afrika Bambaataa, aussi de voir comment la pyramide devient aussi The Mothership avec lequel on va aller ailleurs, construire aussi un autre futur dans lequel on peut vivre ensemble. Et du coup, on peut en citer plein de ces artistes noirs, Alice Coltrane, John Coltrane, Afrika Bambaataa, Shabazz Palaces. Du coup, j'ai un petit dossier sur mon ordi qui s'appelle People in Egypt, avec tous les montages les plus fous de personnes connues noires qui sont des formes de genre de pharaons. Du coup, j'ai Barack Obama, Beyoncé. J'ai les photos de Spike Lee devant la pyramide. Il y a Miles Davis, effectivement, avec sa femme. Du coup, il y a toute une iconographie aussi de l'Égypte noire qui a été utilisée aussi au début du XXe, durant la Renaissance d'Harlem, par les artistes afro-américains. Du coup, comme c'est une nécessité d'ancrer une historicité claire et de dire on fait partie aussi de cette grande histoire. Vous avez voulu la couper du coup par le passage de l'Atlantique, mais en fait on est quand même relié à cette grande histoire qui nous appartient. Et du coup voilà, ça pour moi c'était Sun Ra, et avant ça c'était Basquiat avec le film Downtown 81 parce qu'il fait de la clarinette. Bonsoir, merci. Je voudrais savoir si vous pensez à votre message au public, à l'audience, parce qu'au début, avec Persona, avec des premières œuvres, c'était très autobiographique, je veux dire. Je me sens. Et avec les photos et tout. Et donc, maintenant, les personnages, les thèmes mythiques, il me semble qu'il y a un message plus grand pour un grand public.
avertissement ou quelque chose comme vous disiez que les personnages mènent, ils ont des suggéraient des autres formes de vie, des autres idées sociologiques. Voilà. Pardon mon français. Non, it's okay. On peut aussi faire en anglais si vous posez les questions en anglais, il n'y a pas de souci. Alors, je pense que les personnages d'avant clamaient déjà l'existence de cet écosystème semi-végétal animal comme une possibilité ou comme peut-être une injonction de trouver d'autres systèmes de vie ou de survie à travers le monde, considérant que le système humanoïde n'était pas suffisant, en fait, qu'il fallait qu'on s'inspire d'autres choses. Et je pense que du coup, je suis peut-être passée de la parole de clamer en fait justement ces nouveaux systèmes à du coup vraiment à les visualiser en fait, à les faire vraiment, oui, les mettre en mouvement du coup spécifiquement pour ce film. Moi, je pense toujours au public, ça c'est certain. Mais depuis toujours en fait, moi mon premier public c'est ma famille. Si mes parents ils me disent j'ai rien compris, je vais être super déçue. Je vais dire, franchement, je pense que là, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Parce que c'est hyper important pour moi aussi qu'il y ait une compréhension assez large de mon travail. Ça, c'est quelque chose qui est, je pense aussi, qui peut être critiqué. À nouveau, je reviens sur la question de l'art contemporain, en fait, de la question de la vulgarisation, de quelque chose qui est peut-être trop accessible. Souvent, on ne considère pas forcément comme étant partie de l'art contemporain. On va dire, on va le considérer comme autre chose. Du coup, c'est un artiste qui fait des films d'animation ou autre chose. Et moi, quand j'ai fait mes études, on me disait toujours, Josépha, tu cites pas assez l'art moderne et l'art contemporain. Je disais, mais en fait, parce que ce ne sont pas mes références ultimes. C'est pas là où je puise mes références. Je connais l'histoire de l'art moderne. Super, on peut faire des dissertations, je peux en parler, il n'y a pas de souci. J'ai passé beaucoup de temps aussi au musée. Je peux avoir ces références-là. Mais par contre, moi, ça ne m'intéresse pas de quote l'art contemporain ou l'art moderne. Si ça devient une sorte de système d'entre-soi, comme ça, de cotation, de citation, on tourne en rond. Et du coup, moi, mes étudiants, je leur dis toujours donnez-moi des citations, c'est des films, c'est des clips, c'est des films d'animation, c'est de la bande dessinée, c'est de la musique, tout ce que vous voulez, mais pas de l'art moderne. Peut-être commençons par là, et après, on ira peut-être réétudier les formes presque hégémoniques que peuvent être celles de l'art moderne. On les connaît, il faut qu'on les ait en tête pour pouvoir les déjouer, les contourner, les critiquer. Et donc voilà, mais moi je pense effectivement beaucoup aux gens qui vont recevoir le travail. C'est pour ça que j'aime bien aussi qu'il y ait des coussins, qu'on soit bien assis, qu'on puisse marcher, qu'on n'ait pas cette fixité aussi dans les expositions. Moi j'aime bien qu'on bouge quoi. Oui, puis moi j'avais envie de compléter. Enfin, je pense que ce qui est super intéressant dans ton travail, et tu le dis, et qu'on va découvrir, je pense, dans la Biennale, et auquel je tiens en tant que commissaire, c'est vraiment cette accessibilité. Alors je ne sais pas comment dire, mais que chacun peut prendre quelque chose. C'est-à-dire que chaque travaux qui sont présentés, toutes tes œuvres, et j'en connais, je pense avoir vu beaucoup, eh bien, laisse un espace d'accueil, d'hospitalité, que chacun puisse, avec ce qu'il est ou ce qu'elle est, entraîner son imaginaire quelque part, pouvoir réfléchir. Alors bien sûr, si on a des références universitaires qui sont un peu les nôtres, faut pas se le cacher, ok, on va avoir certaines citations, on va avoir Moten ou d'autres, j'ai évité d'en citer trop, mais quelques-unes pour pas, voilà, là aussi on pourrait citer beaucoup, mais néanmoins, c'est vraiment une dimension de ton travail qui est extrêmement importante. Et Joda, c'est aussi, si je peux me permettre, là, dans ma façon de curater et dans ce que vous allez découvrir tout au long du parcours de la Biennale, une dimension extrêmement importante. Ça n'en fait pas des œuvres plus pauvres, et ça déjoue les catégories entre un art
qui serait l'art reconnu, et d'autres des pratiques, disons, d'un art plus populaire, etc. Et ça ne marche pas. Enfin, je vois le regard de Raphaël Barontini, et là aussi, son travail est spectaculaire. Il est dans la Biennale à la Galerie de l'UQAM, et là aussi, je pense qu'il y a cette pratique de l'étonnement. Il y a quelque chose comme ça qui me réjouit dans comment l'art peut nous saisir, nous étonner. Et à partir de cette expérience-là, on peut peut-être réfléchir différemment, peut-être comprendre différemment le monde aussi. Et ça, c'est important. Donc, c'est des pratiques éminemment émancipatrices pour moi. Dans ton travail, cette œuvre, Swallow Spaces, mais l'œuvre de nombreux, enfin, voilà, je ne vais pas citer tous les artistes qui me font de la Biennale, qui nous font le plaisir d'être là ce soir, mais c'est vraiment une dimension importante. Alors, moi j'ai une question. En fait, je me demandais, ton œuvre semble en fait brouiller beaucoup les frontières entre le passé, le présent et le futur. Et je me demande quelle place en fait occupe la notion du temps dans ta pratique artistique et comment elle s'entrelace aussi avec la notion de la fluidité, qu'elle soit identitaire ou autre. Merci Mallory. Merci. Autre artiste de la Biennale. La notion du temps dans mon travail, elle est, en fait, je pense qu'elle est constante. Je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais je pense que par exemple, les dernières années, j'ai passé tout mon temps à être dédiée à la création de tous ces univers et de tous ces personnages. Il y avait une sorte de symbiose ultime où j'étais presque devenue moi-même l'excroissance de mon travail. En fait, et il y avait une sorte de chose comme ça. Et je pense que la fluidité, elle est aussi constante par le fait que... Enfin, je pense que premièrement, elle est là du fait que je m'autorise à mettre les choses ensemble, en fait. Des choses où on se dirait, mais impossible, comment est-ce qu'on va venir connecter ça et ça ? Et je pense que cette autorisation aussi, peut-être parfois à venir en fait, reconnecter des domaines de savoir et en fait parfois de savoir parfois trop hégémonique et de dire en fait non, et ça il faut que je le reconnecte avec autre chose, que ce soit des images d'archives politiques, reconnecter avec des images d'archives familiales, reconnecter, je sais pas, avec des images au microscope cellulaire, parce qu'en fait, on a peut-être des mouvements qui pourraient être intéressants, du coup, à voir comment les choses peuvent se passer aussi de cette manière-là. Je pense que cette autorisation, elle me donne aussi, je pense, cette question-là de fluidité. Et je pense que c'est ça qu'il faut se dire. En fait, c'est s'autoriser des choses, en fait, pas se dire non, ça c'est impossible, je pourrais pas faire un film d'animation sur ce sujet-là, parce qu'en fait, je pense que je peux pas, ce serait pas ok. Je pourrais pas faire un film d'animation qui traiterait de politique et de science, parce que ça peut pas fonctionner ensemble. Du coup, peut-être partir d'un autre endroit et se dire j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de connecter, qu'est-ce que je m'autorise à faire. Et ça, pour moi, ça parle de fluidité et sortir vraiment de ces domaines académiques. Et à nouveau, je parle de vulgarisation, mais il y a une nouvelle d'Isaac Asimov qui s'appelle Les cendres du passé, qui parle d'un chercheur qui veut remonter à Carthage et qui apprend l'existence d'un objet qui s'appelle le chronoscope, qui permettrait de remonter dans le temps pour pouvoir avoir quelques images de Carthage. Et du coup, c'est un chercheur qui est passionné. Il dit, il faut absolument que j'ai accès à cet objet. Sauf que dans le monde dans lequel il vit, chaque field académique est séparé. Du coup, personne n'a le droit. Si on est physicien, on reste dans son champ de physique. On n'a pas le droit d'aller en biologie, on n'a pas le droit d'aller en histoire, on n'a pas le droit d'aller en art. Les seules personnes qui ont le droit de faire ça, ça s'appelle les vulgarisateurs. Et du coup, ce sont les seuls qui ont la fluidité de passer de field en field, de catégorie en catégorie. Et du coup, il doit travailler avec un vulgarisateur. Et justement, je pense que les artistes, en fait, on est ces vulgarisateurs. Et du coup, on a cette fluidité, justement, à passer de chose en chose. Du coup, voilà, je pense que je dirais ça, quoi. Alors, je trouve que c'est une belle manière de clore ce moment d'échange et de vous inviter à faire l'expérience de l'installation de Swallow Spaces.
Merci Josépha. Merci à toutes et toutes de votre Merci, présence. merci, merci. Merci, merci.